Bonjour, Kalimera. Dans la présente capsule, je regarde avec vous l'éthique animale et l'éthique de l'environnement. Et en fait, je dis je regarde, mais ça va être simplement un survol. C'est pour effleurer les principales perspectives. Il y a beaucoup de perspectives, mais la plupart vont partager des traits communs, vont se recouper. Donc, il s'agit surtout de vous donner une vue d'ensemble des principales considérations et surtout présupposés qu'on retrouve en éthique animale, l'éthique envers les animaux et éthique de l'environnement. Donc, dans les perspectives, une première perspective, c'est l'utilitarisme. Si vous avez regardé les capsules avant, eh bien, vous ne serez pas surpris de l'apprendre. L'utilitarisme est une des principales perspectives en philosophie éthique qui va aborder la question de l'environnement, notamment avec la question des générations futures, à partir du moment où il s'agit d'anticiper des conséquences probables et leur durée dans le temps, on doit considérer qu'il est probable qu'il y ait des générations futures que des conséquences sur l'environnement qui vont rester présentes pendant 100, 200 ans, 300 ans plus. Eh bien, il faut considérer l'ensemble des vies qui vont être affectées, donc une perspective dans la durée temporelle qui est ouverte par les perspectives utilitaristes et aussi une considération sur les animaux. Pour rappel, mais je vous invite vraiment à retourner voir les capsules que j'ai faites sur la perspective utilitariste, mais simplement pour rappel, perspective utilitariste, c'est une perspective qui se donne comme objectif de maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, prend donc comme critère la capacité à ressentir. Toute personne ou tout être vivant ayant la capacité à ressentir doit être considéré dans le calcul, ce qui fait en sorte que les utilitaristes intègrent les animaux à leur calcul. Puisque les animaux ont la capacité à ressentir, on doit aussi maximiser leur bien-être ou leur bonheur, là, si on veut, aussi. Donc, les animaux doivent être intégrés dans une perspective utilitariste puisque le fondement de l'utilitarisme, c'est la capacité à ressentir. Je ne reprendrai pas les différentes considérations parce que vous les avez déjà dans les capsules là, sur l'utilitarisme. Capsule où je présente l'utilitarisme, capsule aussi où je présente l'évaluation critique. Il y a des considérations importantes qui sont soulevées, des limites par rapport à ça aussi dans cette capsule-là sur l'évaluation critique. Ici, simplement, pour reprendre, parce que ça va aider à mettre la perspective en contraste avec les autres perspectives concurrentes en éthique animale, éthique de l'environnement, quelques sujets où les utilitaristes sont partagés, où il va y avoir des fois controverses à l'intérieur même de la perspective utilitariste. Question de l'alimentation, c'est une perspective qui est partagée chez les utilitaristes. Plusieurs utilitaristes considèrent qu'il est mal, d'un point de vue éthique, de manger des animaux. Pourquoi? Si vous retournez voir les critères d'un calcul utilitariste, c'est qu'ils vont dire en termes d'intensité, qui est un critère important, en termes d'intensité, enlever la vie à un animal, un bœuf par exemple, ou un poulet, etc., pour tout simplement avoir en contrepartie le plaisir gustatif de manger un cadavre entre deux tranches de pain cuit sur le barbecue avec des condiments, etc. Pour un utilitariste, c'est inadmissible. On tue un être vivant qui a la capacité à ressentir, on lui enlève la vie. Pourquoi? Le plaisir gustatif de manger sa chair. Donc, pour un utilitariste, c'est inadmissible le plaisir des individus qui vont se nourrir de l'animal mort ne peuvent jamais ce plaisir-là ne peut jamais venir faire contrepoids au déplaisir de la vie qui est perdue, l'animal qu'on a tué. Donc, la majeure partie des utilitaristes sont contre l'alimentation à base animale, se nourrir de viande, mais la plupart des utilitaristes aussi sont contre le fait de se nourrir de dérivés d'animaux, manger des œufs, par exemple, ou encore boire du lait. Parce qu'à ce moment-là, on n'enlève pas la vie des vaches laitières ou des poulets, des poules,
ou d'écailles, etc., pour les œufs. Mais les utilitaristes vont dire, c'est comme si on maintenait ces êtres vivants-là en état d'esclavage, de semi-esclavage, pour finalement aller chercher les œufs qui devraient donner la vie, ou aller chercher le lait. Donc, là aussi, plusieurs utilitaristes vont dire, même si on ne tue pas l'animal, le fait de le maintenir en ce qu'eux vont appeler une forme d'esclavage pour se nourrir est aussi inadmissible. L'œuvre principale chez les utilitaristes concernant l'éthique animale, c'est celle que je vous ai déjà mentionnée dans une précédente capsule, c'est le livre de Peter Singer, qui est un utilitariste né en Australie, qui a la chaire d'éthique à Princeton, l'Université de Princeton, qui a publié en 1975 un livre qui a lancé un mouvement de manifestation pour les droits des animaux, un livre qui s'intitulait, en français, là, La libération animale. Donc, l'idée de Peter Singer, c'est de dire un peu comme certains individus ont été maintenus dans des états d'infériorité et que c'était inadmissible d'un point de vue éthique. C'est comme si les animaux étaient maintenus par l'élevage industriel, le développement, la modernité. Donc, c'est pas un jugement sur tous les comportements passés dans le rapport avec les animaux, mais surtout dans l'époque industrielle, à partir de l'industrialisation, où Peter Singer va dire, et les utilitaristes qui sont dans la même veine, vont dire, c'est comme s'il y avait une forme d'esclavagisme fait à l'égard des animaux, ou encore de meurtre, là, ou d'équivalent à leur enlever la vie pour s'en nourrir, quand il s'agit de s'en nourrir, ou est-ce que exploitation pour le lait, pour les œufs, pour la laine, pour etc. Ça peut être se nourrir, ça peut être se vêtir. Vous aurez compris. Dans le livre La libération animale, Peter Singer développe aussi la notion d'antispécisme. Qu'est-ce que c'est que l'antispécisme ou qu'est-ce que c'est que le spécisme? Le spécisme, c'est un terme qui s'inspire un peu de la notion de racisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le racisme? Le racisme consiste à faire une discrimination sur des races en considérant que certaines races sont inférieures à d'autres. Donc, le racisme, c'est de considérer qu'il y a une hiérarchie entre les races et de discriminer à partir d'une certaine hiérarchie qu'on ferait entre les races en considérant que certaines catégories d'individus appartenant à certaines races seraient inférieures. Donc, ça, c'est l'idée, je simplifie un peu, mais c'est l'idée du racisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le spécisme? Bien, le spécisme, c'est l'équivalent, mais au lieu de faire une discrimination sur la race, comme dans le racisme, le spécisme, c'est une discrimination sur en anglais species, sur l'espèce. Donc, le spécisme considère que certaines espèces, dont l'Homo sapiens, sont supérieures à d'autres espèces. Donc, le point de vue des antispécistes, ceux qui luttent contre la discrimination basée sur l'espèce, considèrent qu'il y a un tort qui est fait, ou quelque chose de discriminatoire, quelque chose d'immoral, parce qu'on est ici c'est en termes de moralité ou immoralité que les considérations, que les débats se font. Donc, certains considèrent qu'il y a quelque chose d'immoral à considérer que l'espèce humaine est supérieure à d'autres espèces, les vaches, les poulets, les escargots, les crevettes, etc. Donc, la notion ici d'antispécisme consiste à dire, dès qu'une personne a la
un être vivant, c'est pas obligé d'être une personne puisque ça peut être un animal, dès que la capacité à ressentir doit être considérée dans le calcul utilitariste, dans le point de vue des utilitaristes, et la seule distinction qui va être faite ici ne sera pas basée sur l'espèce, est-ce qu'on appartient à l'espèce être humain ou vache laitière ou les crustacés, etc., va être plutôt dans quelle mesure est-ce que, en tant qu'entité, on contribue ou pas à la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc, c'est à partir de là que les utilitaristes vont dire il est mauvais de se nourrir d'animaux parce qu'on enlève du bonheur, du plaisir en tuant des animaux ou en les exploitant pour les œufs, le lait, c'est le même raisonnement, là, pour avoir en contrepartie seulement le plaisir gustatif de s'en nourrir, alors qu'on peut avoir d'autres plaisirs à peu près équivalents en se nourrissant autrement. Donc ici, si vous suivez le raisonnement des utilitaristes, lorsqu'ils vont dire on ne doit pas se nourrir ici des animaux, c'est basé sur le fait que tout animal a à la base la même valeur. Il n'y a pas de différence entre les espèces animales et il n'y a pas de différence non plus entre les animaux de façon générale et l'être humain. Ensuite, tout ce qui compte, tout ce qui fait une distinction, c'est la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Je mentionnais en commençant que cette question-là de l'alimentation, elle est controversée à l'intérieur même du regroupement des utilitaristes. C'est que la majeure partie des utilitaristes sont en faveur d'une alimentation végane sur la base de ce raisonnement-là que je viens de vous présenter, mais ce n'est pas le cas de tous les utilitaristes. Certains utilitaristes vont considérer que c'est acceptable dans la mesure où ils vont dire il n'y aurait pas autant d'animaux de bœuf, par exemple, ou de poulet, ou de vaches laitières, si ces animaux-là ne servaient pas notre alimentation. Donc, certains utilitaristes vont dire, même s'il s'agit finalement d'une certaine façon de les exploiter pour s'en nourrir, ou encore pour de la production, aller chercher la laine, par exemple, pour des vêtements, certains utilitaristes vont dire c'est acceptable si ces animaux-là sont bien traités, s'ils sont traités dans des conditions décentes et qu'ils sont tués sans souffrance. Donc, certains utilitaristes vont dire si les conditions de vie et de mort sont acceptables, il demeure acceptable de s'en nourrir ou d'en faire une exploitation pour de l'industrie ou pour la laine, par exemple. Je reprends le même exemple qui est facile à visualiser. Certains utilitaristes vont dire que c'est acceptable dans la mesure où, tout de même, c'est comme si on maximisait le plus grand bonheur du plus grand nombre dans la mesure où il va y avoir plus d'animaux vivants qu'il n'y en aurait si on n'avait pas les élevages pour s'en nourrir. Donc, certains utilitaristes vont dire que ça vient quand même maximiser parce qu'on multiplie les vies à la condition, évidemment, qu'ils soient bien traités. Un cas qui est utilisé par les utilitaristes qui sont dans cette position-là, ça va être le cas des vaches laitières. Les vaches laitières ne peuvent pas survivre à l'état naturel. Ça a été des espèces obtenues par croisement génétique pour essayer de maximiser, dans le fond, une espèce qui produit le lait, mais il n'y a pas un environnement naturel au Canada ou en Europe ou en Amérique latine, dans le continent africain ou ailleurs. Il n'y a pas un environnement naturel aux vaches laitières. Ce n'est pas une espèce adaptée pour vraiment survivre comme ça dans la nature. Donc, certains utilitaristes vont dire le fait d'avoir des productions laitières vient faire en sorte que plus d'êtres vivants au total, en incluant les vaches laitières, qui vont pouvoir avoir un certain niveau de bonheur ou de plaisir s'ils sont bien traités. Donc, ici,
dans la perspective utilitariste, sur la question de l'alimentation, il y a des avis partagés dans la perspective utilitariste. Certains sont contre l'alimentation animale et même les dérivés là, pour se vêtir, là, comme toujours le même exemple, parce qu'ils vont dire que c'est une exploitation. Alors que d'autres utilitaristes sont en faveur, si et seulement si les conditions de vie et de mort, d'abattage, sont bien encadrées éthiquement. À cette position-là, des utilitaristes, les utilitaristes de l'autre côté, parce que c'est un débat là, qui est encore ouvert, qui est encore court, certains utilitaristes vont répliquer, vont dire, ben, OK, oui, c'est vrai que si ces animaux-là sont bien traités, il y en a peut-être plus, mais ça serait jamais un argument recevable pour réduire à l'esclavage, par exemple, des êtres humains. Ça ne nous passerait jamais par la tête d'essayer de justifier l'esclavage en se disant, bien, on va forcer des naissances, de la procréation, et les êtres qui vont naître de ces procréations forcées-là vont être nos esclaves parce que si on n'avait pas forcé leur venue au monde, ils n'existeraient pas. Donc, certains utilitaristes vont dire que ça serait aberrant, complètement aberrant, ce type de raisonnement-là. On n'accepterait jamais ça. Et ils vont dire, ben, s'il n'y a pas de spécisme, s'il n'y a pas de distinction entre l'être humain et les animaux, bien, pourquoi est-ce que ce raisonnement-là qu'on n'accepterait jamais pour l'esclavage, qu'on n'accepterait jamais pour les êtres humains ou pour l'exploitation, on n'accepterait pas que des parents disent à leurs enfants « j'ai le droit de te maltraiter parce que si je t'avais pas mis au monde, tu n'existerais pas ». C'est pas recevable comme argument. Donc, certains utilitaristes vont dire, ben, si ces arguments-là seraient tout simplement irrecevables pour des êtres humains, pourquoi est-ce qu'on les considérerait quand c'est des poulets, des poules, des cailles, des crustacés, des vaches laitières, des bœufs, etc., qui sont concernés? Si on ne met pas de niveau différent selon les espèces, les utilitaristes vont dire ces raisonnements-là ne doivent pas être acceptables. Tout ce qui peut faire varier, c'est les degrés. Par contre, dans le rapport avec les animaux, il y a une objection qui l'a atteint toutes les différentes positions internes aux utilitaristes, là, qui, autant ceux qui sont pour que ceux qui sont contre l'alimentation animale, à l'intérieur de la sphère des utilitaristes. Une objection qu'on a vue parmi celles examinées dans la capsule d'évaluation critique, que je vous invite à retourner voir, là, parce que je ne peux pas reprendre la même chose, là, ça serait un peu redondant, mais je vous invite à retourner voir. Mais si vous l'avez en tête, les utilitaristes, certains utilitaristes en tout cas, qui sont fidèles à leurs principes ou leur fondement, c'est-à-dire de considérer que la capacité à ressentir, certains utilitaristes, comme Peter Singer, mais il n'est pas le seul, vont considérer que ce serait acceptable de faire passer certains animaux en bonne santé qui ont des capacités cognitives élevées, comme les grands singes, par exemple, qui ont des bonnes capacités cognitives, de les faire passer avant l'investissement dans des soins à des enfants qui naissent avec des malformations graves ou des handicaps cognitifs, intellectuels très sévères. Le raisonnement ici des utilitaristes, il est conséquent avec leur perspective, c'est qu'ils vont dire, puisque les ressources sont limitées, si on veut maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, on ne peut pas donner à tous. On doit des fois faire des choix et il faut faire les choix en fonction de ce qui maximise le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc, si on inclut aussi tous les animaux, bien, s'il y a certains animaux qui peuvent accéder à des plaisirs plus riches, plus nobles, plus élevés en termes cognitifs que certains êtres humains gravement malades ou gravement déficients, certains utilitaristes vont considérer que
moralement, on ne devrait pas maintenir en vie ces êtres humains handicapés. Et même, ce qui est choquant, là, évidemment, et même qu'on devrait leur enlever la vie pour diminuer les coûts, les ressources attribuées pour les maintenir en vie et mettre ces ressources-là ailleurs. Donc ça, c'est une critique là, adressée aux utilitaristes de façon générale. Remarquez ici, derrière ça, c'est comme si les utilitaristes désacralisaient l'être humain. Ils disaient, il n'y a pas un caractère sacré à l'être humain. L'être humain n'est qu'un animal parmi les autres. Mais en même temps, en faisant ça, l'être humain n'a pas un droit à la vie dans la perspective utilitariste. Êtres humains et animaux sont maintenus en vie d'un point de vue éthique pour les utilitaristes que dans la perspective où il y a maximisation du plus grand bonheur, du plus grand nombre d'êtres vivants ayant la capacité à ressentir. Donc, ce n'est pas que les humains ici. Donc, à l'intérieur de la perspective utilitariste, c'est le portrait général là, que je vous fais, il y a controverse aussi quand même sur les questions animales. Il y a des questions controversées aussi chez les utilitaristes en éthique de l'environnement. Une des controverses, c'est sur le nombre de générations futures à considérer. Là aussi, je vous renvoie aux capsules que j'ai déjà faites sur l'utilitarisme. J'aborde cette controverse-là à l'intérieur du clan utilitariste, donc je ne reprendrai pas ici dans le détail, mais chez les utilitaristes, il y a différentes positions ou différentes considérations, à savoir jusqu'à quel point on doit considérer les générations futures. Tout utilitariste considère les générations futures, mais est-ce qu'on doit s'étendre sur une anticipation seulement des 100 prochaines années, ce qui est peu, finalement, des 500 prochaines années, des 1000 prochaines années, si les 1000 devraient avoir des sacrifices beaucoup plus grands dans nos qualités de vie pour l'environnement. Donc, je vous renvoie à la capsule les capsules précédentes. Si on va dans les différentes perspectives en éthique animale, éthique de l'environnement, donc dans les différentes perspectives, donc toute perspective en éthique animale va être évidemment en faveur d'un traitement moral ou éthique envers les animaux. Et même chose pour l'environnement. Mais il va y avoir des divergences, des fois très grandes, en fonction des fondements. Une critique adressée à la perspective utilitariste, autant pour l'éthique animale que l'éthique de l'environnement, consiste à dire que les utilitaristes, sur ces sujets-là, que les utilitaristes, finalement, ne veulent pas tant protéger le bien-être des animaux, ne se soucient pas tant, dans le fond, des animaux ou de l'environnement que de la préservation utilitaire des animaux et de l'environnement. Donc, certains vont dire, dans le fond, l'utilitariste n'accorde pas suffisamment de valeur aux animaux. D'où le fait, par exemple, là je prends le point de vue d'une autre perspective, de plusieurs autres perspectives, en fait, dans lesquelles on pourrait regrouper la deep ecology, on pourrait regrouper aussi le biocentrisme, on pourrait regrouper des perspectives là, qui ont une forme d'inspiration proche des spiritualités orientales un peu. Je reprendrai tout ça, mais dans ces perspectives-là, l'idée générale, c'est qu'ils vont dire, dans le fond, les utilitaristes ne veulent pas vraiment préserver l'environnement. Ils veulent tout simplement faire en sorte que l'être humain puisse en tirer un plaisir ou un bonheur plus longtemps. Donc, ils vont dire, les utilitaristes protègent l'environnement seulement dans la perspective d'en profiter davantage. Donc, d'où le fait qu'il peut y avoir controverse sur le nombre de générations futures à considérer, parce qu'ils vont dire, leur objectif, c'est pas de préserver l'environnement parce que l'environnement aurait de la valeur en tant que tel, mais simplement parce que l'environnement, ce qui nous environne, c'est la condition nécessaire de vie pour maximiser le plus grand bonheur. Même chose avec les animaux, ils vont dire, ils ne considèrent pas réellement suffisamment les animaux, c'est toujours que dans une perspective d'un calcul. Donc, il y a d'autres approches, d'autres perspectives. Une autre perspective qu'on retrouve en éthique animale et éthique de l'environnement, ça va être la perspective de la deep ecology.
Deep Ecology, c'est dans le versant éthique de l'environnement. C'est une perspective qui va, là, je dirais presque sacraliser la Terre. Des fois, ils vont faire référence à Gaïa, comme la Terre, la mère nourricière. Donc, il y a presque une personnalisation. Il y a différentes tendances là, proches de ça, avec différentes variantes, mais l'idée générale dans la Deep Ecology et dans les mouvements autour de ça là aussi, c'est de considérer que la nature ou la Terre a un caractère sacré ou quasi sacré. Et donc que l'environnement est quelque chose de valable en soi. L'environnement, de ce point de vue-là, c'est pas quelque chose de valable dans le but de maximiser le plus grand bonheur du plus grand nombre, comme chez les utilitaristes. L'environnement, c'est quelque chose qui est valable en soi et qui mérite en soi d'être préservé et d'être sauvegardé. Donc, ça a une valeur quasi sacrée. Je pense qu'on peut utiliser le terme ici. D'ailleurs, il y a quelques années de ça, à Nicolet, au Musée des religions, il y avait une exposition sur ces perspectives-là en éthique de l'environnement, parce qu'il y a quelque chose qui est proche d'une religion dans la façon d'articuler les idées dans une quasi-sacralisation, ou parfois c'est carrément une sacralisation avouée, là, tout dépendant des auteurs auxquels on se réfère. Proche de la Deep Ecology, ou écologie profonde, proche de ça, il y a la perspective du biocentrisme. Biocentrisme, c'est composé, donc il y a deux morceaux, là. Biocentrisme, c'est composé de bio, qui veut dire vie, et centrisme, qui veut dire centré. Donc, perspective biocentrique, ou le biocentrisme, c'est une perspective centrée sur la vie. Donc, c'est assez proche de la Deep Ecology, sauf que le biocentrisme s'applique aussi aux animaux. Dans la Deep Ecology, c'est l'animal en tant que partie de l'environnement. Donc là, je ne veux pas entrer dans trop de nuances là-dessus. Mais disons que dans les grandes lignes, ils sont biocentristes, Deep Ecology. C'est assez proche si on fait englober à la fois considération pour l'environnement et les animaux. Là aussi, dans le biocentrisme, on va considérer que le fondement ultime pour l'éthique animale et pour l'éthique de l'environnement, c'est le bios, c'est la vie qui doit être préservée. Donc, dans la perspective biocentrique, on doit préserver toute forme de vie, ou en quelque sorte, toute forme de vie a une valeur en soi. Donc, on vient étendre ou renforcer l'idée d'antispécisme qu'il y avait déjà chez les utilitaristes. Donc, dans l'antispécisme, on va dire, il n'y a pas d'espèce supérieure à d'autres. L'être humain n'est pas supérieur aux animaux ou aux poissons ou aux crustacés, etc. Par contre, il y a certaines gradations en termes d'intensité. Le critère de l'intensité du plaisir ou de la noblesse des plaisirs est important pour les utilitaristes. Là aussi, je vous renvoie la capsule sur ce sujet-là. Donc, il y a des gradations. Tout n'est pas au même niveau, mais pas parce qu'il y aurait des espèces supérieures, mais parce que la contribution en termes de qualité de plaisir n'est pas la même pour chacun des êtres vivants. Alors, ça, c'est chez les utilitaristes, donc ils vont être contre le spécisme, dans la perspective antispéciste, ils vont quand même considérer des gradations en termes de qualité de plaisir. Mais ça n'empêche pas, chez les utilitaristes, qu'ils peuvent considérer qu'on devrait sacrifier des êtres humains pour mettre les ressources pour la qualité de vie d'animaux, de certains animaux. Donc, des animaux peuvent passer avant des êtres humains chez les utilitaristes selon certaines conditions. Là aussi, je vous renvoie à la capsule d'évaluation critique pour en savoir plus là-dessus. Perspective du biocentrisme. Là, ils vont plus loin dans la mesure où ils vont considérer que
les différentes formes de vie ont la même valeur. Donc, pas juste dans les espèces avec ensuite gradation des plaisirs, mais ils vont considérer que la biodiversité est valable en elle-même. Donc, comme la Deep Ecology considère que la nature ou la planète Terre, la mère Terre, il faut dire des fois, est une valeur en soi et quelque chose qui doit être sauvegardé en soi. Dans la perspective biocentrique, on va dire toute forme de vie doit être préservée en soi. Remarquez que dans les perspectives biocentriques, développées en Occident, parfois ça va venir se mélanger ou se greffer avec des espèces de formes de spiritualité orientale. Par exemple, d'espèces d'appropriation occidentale d'une certaine forme de bouddhisme. Dans le bouddhisme, on considère que il y a de la réincarnation, donc on devrait faire attention aux animaux et même aux insectes, puisque ça peut être un parent, ultimement. Donc, dans les perspectives de l'éthique animale, il y a des perspectives qui sont des appropriations d'un certain bouddhisme, mais occidentalisé. Je dis occidentalisé parce que dans le bouddhisme, si on l'examine, là je ne ferai pas ça ici parce que c'est pas l'objectif, mais dans le bouddhisme, si on l'examine, on considère que dans la réincarnation, en fait, ce que plusieurs occidentaux ignorent, c'est que pour eux, la réincarnation est une malédiction. C'est quelque chose de terrible pour eux. Et ce qu'ils appellent le nirvana, qui est comme une espèce de paradis, c'est lorsque l'être humain ou l'être vivant cesse de se réincarner et qui est complètement dissous. Donc, l'anéantissement total, c'est pour dans le bouddhisme, c'est le nirvana ou l'espèce de paradis. C'est pas une bonne traduction, mais en fait. Fait que les appropriations occidentales, habituellement, voient la réincarnation comme une bonne chose, alors que c'est une malédiction, là, proprement parler. Mais bon, l'objectif n'est pas ici, mais l'objectif, puisqu'il est question d'éthique animale et éthique de l'environnement, je vous le mentionne, cette appropriation-là d'un certain bouddhisme est occidentalisé, parce que vous allez retrouver des considérations de ce genre-là beaucoup dans les perspectives sur l'alimentation ou les perspectives en éthique animale. Il y a beaucoup de publications dans les 20-30 dernières années qui sont des références plus ou moins explicites à des appropriations du bouddhisme, des appropriations occidentales du bouddhisme, et qui vont donc dire qu'on ne devrait pas se nourrir des animaux, parce que ça peut être un proche parent, ne pas tuer, etc. Remarquez qu'il y a des références plus ou moins assumées au bouddhisme, ou qu'il n'y en ait pas, comme dans le biocentrisme, il n'y en a pas vraiment. Il y a de commun l'idée de sacralisation du bios, de toute forme de vie, de vivant. Ici, principale critique adressée au biocentrisme, mais adressée aussi à ces appropriations-là du bouddhisme, puis appropriation aussi du panthéisme. Panthéisme, c'est dire que Dieu est dans tout, ou tout est Dieu, là. C'est comme une divination de tout ce qui existe, là. Il y a comme une espèce d'indistinction. Ça aussi, on retrouve ça dans l'éthique de l'environnement, des fois une certaine forme de panthéisme. Dans ces différentes formes-là, donc certaines appropriations du bouddhisme, certaines formes de panthéisme, le biocentrisme, la deep ecology, écologie profonde, dans toutes ces perspectives-là, une des critiques communes adressées à l'ensemble de ces perspectives-là, c'est de dire, bien, c'est comme s'il y a une sacralisation de l'environnement et des animaux, mais qui pose des problèmes pratiques. Si on dit que toute forme de vie doit être préservée, bien, sur la question de l'alimentation, il y a une incohérence, parce que ce qui est mis de l'avant, c'est de dire qu'on ne devrait pas se nourrir d'animaux.
ni de leur chair, ni de ce qui en découle, le lait, les œufs, etc. Donc, souvent, dans ces perspectives-là, appropriation d'une certaine forme de bouddhisme, ou de panthéisme, ou de biocentrisme, ou de deep ecology, ce qu'il y a de commun, c'est absolument une mise à l'avant stricte de mode de vie vegan. Mais en même temps, si on regarde leur fondement, il y a quelque chose de paradoxal, parce que si c'est le bios, la vie, le vivant, qui a une valeur en soi, ben, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il serait mieux de se nourrir de plantes plutôt que d'œufs ou de lait ou de viande, etc. Il y a, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de distinction, mais si on adopte ces critères-là, on ne peut plus faire de distinction. Les fondements de ces perspectives-là ne permettent tout simplement plus, après coup, de faire les distinctions. Donc, il y a quelque chose d'incohérent lorsqu'on l'examine d'une certaine façon. En même temps, si on doit préserver toute forme de biodiversité, ça ne nous dit pas de façon pratique la gestion, parce que dans des situations très simples, là, il faut privilégier certaines espèces par rapport à d'autres dans tous les ordres du vivant, surtout si on inclut les plantes. Je prends un exemple très simple. Si on veut enlever ou diminuer l'herbe à poux, on n'extermine peut-être pas la plante, mais on veut faire en sorte qu'elle ne se propage pas dans une certaine zone. Si on veut enlever des champignons vénéneux ou qui seraient mortels, si on les prenait, si on veut les enlever d'une cour d'école ou du terrain d'un centre de petite enfance, d'un CPE, d'une crèche, d'une garderie, on le fait parce qu'on veut préserver la vie des enfants. On ne voudrait pas qu'un enfant jeune se mette le champignon dans la bouche, l'avale, et qu'il en soit malade, et peut-être même qu'il en meurt. Il y a certains champignons qui sont extrêmement dangereux et qui sont quand même répandus, mais là aussi, on ne va pas, en tout cas intuitivement, on ne va pas dire la vie du champignon compte autant que la vie de l'enfant. Mais en même temps, si on adopte les critères biocentriques, si on adopte les critères de la deep ecology, il n'y a plus moyen de faire la distinction. Encore dans l'utilitarisme, on pouvait faire la distinction. Premièrement, dans le cas du champignon, le champignon n'a pas de capacité à ressentir, donc c'est réglé pour les utilitaristes. Mais même si c'était, disons, un insecte, une guêpe, ben la guêpe, elle a capacité à ressentir, mais sa capacité à ressentir est beaucoup moins développée que la capacité à ressentir de l'enfant. En termes cognitifs aussi, c'est pas les mêmes niveaux. Donc, les utilitaristes peuvent faire la distinction entre le champignon, la guêpe, l'enfant, dans des situations comme ça, où on veut enlever des champignons, nid de guêpe, etc., d'un terrain, d'une garderie, d'un centre de petite enfance, CPE, d'une crèche, etc. Mais si on vient sacraliser toute forme de vie, on n'a plus les outils pour faire ces distinctions-là. On fait que marcher sur l'habitude, mais c'est incohérent quand on le regarde. Donc ça, c'est la principale critique adressée au biocentrisme et aux différentes variantes là, aussi de bouddhisme ou de panthéisme ou de deep ecology. C'est que les critères, finalement, si on les examine vraiment, ils posent problème dans cette espèce de sacralisation de tout vivant, qui vient avec un refus aussi d'accorder une valeur supérieure à l'être humain. Ils vont considérer que c'est discriminatoire de considérer l'être humain comme supérieur. Mais, et c'est d'ailleurs ce qu'ils reprochent aux utilitaristes. Ils vont dire, c'est parce que vous êtes des êtres humains que vous accordez plus de valeur aux facultés cognitives que vous en accordez à la simple sensation. Mais ils vont dire, c'est de la discrimination
basé sur l'espèce humaine qui a cette capacité-là, contrairement aux insectes, aux animaux, aux plantes, etc. Mais donc, critique qui est adressée assez souvent à ces perspectives-là, mais c'est à partir de là, oui, on met de l'avant une alimentation, par exemple, végane, mais pourquoi est-ce que c'est mieux les plantes que les animaux? Remarquez que là aussi, il y a un autre débat entre ces perspectives-là, dans lesquelles je mets ensemble là, le biocentrisme, d'épécologie, appropriation du bouddhisme ou d'un panthéisme, entre ces perspectives-là que je mets ensemble parce qu'ils partagent les mêmes éléments principaux dans leur fondement, il y a débat ou controverse entre ces perspectives-là et perspectives utilitaristes aussi sur la recherche médicale ou sur la recherche biomédicale. Par exemple, pour essayer de trouver des traitements contre le cancer ou certaines formes de cancer, bien, les utilitaristes, règle générale, vont considérer que c'est acceptable de faire des tests sur des animaux, sur des souris, dans les premières phases de tests, dans la mesure où ils vont dire, oui, c'est des êtres qui sont sacrifiés pour faire les tests, on va leur transmettre tel cancer pour ensuite tester tel traitement. Oui, on les fait souffrir, oui, on va leur enlever la vie à ces animaux-là de laboratoire, mais si ça permet ensuite de sauver beaucoup plus de vies, y compris des vies humaines qui ont accès à des plus grandes facultés cognitives, les utilitaristes vont dire c'est acceptable. Un peu de la même façon, si vous repensez à la capsule que j'ai déjà fait là, sur l'utilitarisme, un peu de la même façon qu'ils vont considérer que utiliser, par exemple, les parts pour faire des greffes de valves cardiaques sur des êtres humains, c'est acceptable parce que entre deux vies, l'être humain a accès à des plus grandes facultés cognitives, donc des plaisirs que les utilitaristes situent à un niveau plus élevé d'intensité, donc auquel ils accordent plus de poids. Donc, dans la recherche médicale, les utilitaristes considèrent qu'il est acceptable de faire des tests sur des animaux. Mais si vous regardez dans les différentes perspectives de défense des droits des animaux, certains militants de la défense des droits des animaux vont être complètement offusqués que Peter Singer, par exemple, ou d'autres utilitaristes, trouvent acceptable d'utiliser des animaux en laboratoire pour essayer de trouver des traitements pour le cancer. Parce qu'ils vont dire, de ce côté-là, là, ils vont dire, bien, c'est encore du spécisme. C'est encore considéré que l'être humain a plus de valeur que les autres animaux, de réduire, dans le fond, certains animaux à un usage utilitaire en laboratoire pour le bien-être des êtres humains. Alors que du côté des utilitaristes, ils vont dire, ben, oui, une certaine exploitation des animaux dans les laboratoires, mais si on encadre bien, c'est un moindre mal dans l'objectif de maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Alors que de l'autre côté, certains militants des droits des animaux vont considérer que la perspective utilitariste, de leur point de vue, est une hypocrisie, parce qu'ils vont dire que ce n'est pas réellement un antispécisme, c'est juste un calcul utilitaire. Donc, ils vont dire ça ne va pas jusqu'au bout. Et là, un argument qui est de ce côté-là, c'est de se dire, ben, on ne ferait pas le même raisonnement par rapport au racisme, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait par rapport aux espèces quand on fait la distinction entre une petite souris, un rat, puis un être humain? Ils vont dire, s'il n'y a pas de distinction entre les espèces, s'il n'y a pas d'espèce supérieure, l'être humain n'est pas supérieur aux souris ou aux rats. Alors que du point de vue utilitariste, il est acceptable d'utiliser des animaux en laboratoire pour développer des traitements pour guérir de certaines formes de cancer, par exemple. Entre autres maladies, là, évidemment, on peut multiplier les sujets. Ce qui n'est pas acceptable pour les utilitaristes, c'est par exemple le secret qui fait en sorte que
plusieurs laboratoires doivent faire des tests équivalents pour avoir des résultats équivalents juste parce qu'il n'y a pas échange de données par secret d'entreprise pour des questions de brevets, par exemple, pour des questions finalement financières. Donc, les utilitaristes vont dire qu'il devrait y avoir peut-être un partage public, un financement public, plutôt que de confier ça à des laboratoires privés. Là, les utilitaristes vont dire qu'il y a quelque chose à améliorer là, mais le principe général, là, les utilitaristes acceptent qu'il y ait utilisation d'animaux dans le cadre de recherche biomédicale. Là aussi, bien, tout dépendant où on se situe, bien, il y a une critique adressée aux biocentristes qui vont dire, ouais, mais en sacralisant tout animal, toute vie, on préfère, dans le fond, laisser mourir des êtres humains plutôt que d'utiliser certaines souris ou certains animaux pour des tests en laboratoire qui pourraient sauver plus de vies après. Donc, il y a une critique. L'autre critique qui est adressée aussi à l'écologie profonde, au biocentrisme, ces variantes-là, c'est que dans leur perspective, ils vont souvent considérer que l'être humain est finalement une espèce de cancer qui gangrène l'environnement et la planète. Et certains participants de la deep ecology, écologie profonde, vont dire, mais s'il y avait extermination de l'espèce humaine, ça serait finalement la meilleure solution pour sauver la planète et sauver la biodiversité. Donc certains vont dire, ben ultimement, si l'extinction de la race humaine est la seule option pour vraiment sauver la planète, sauver la biodiversité, c'est peut-être un moindre mal. C'est plus extrême, là, mais certains vont avoir cette position-là, alors que d'un autre côté, si on regarde du point de vue des critiques adressés à ces perspectives-là, il y en a qui vont dire, ben, pourquoi vous déplacer, faire des conférences pour défendre le biocentrisme, pour défendre l'application du bouddhisme ou du panthéisme ou de la deep ecology? Pourquoi vous ne faites pas juste vous suicider? Là? Il y a quelque chose d'incohérent là, à ce genre de discours-là, en voulant diviniser la nature et toute forme de vie, y compris végétale. Il y a comme quelque chose de mortifère pour l'être humain aussi. Donc ça, c'est principale critique adressée à ces perspectives-là. C'est qu'en mettant tout sur le même niveau, on ne peut plus rien discerner. On ne peut pas établir de priorité non plus. Si on doit être partout, on n'est nulle part actif pour vraiment agir, vraiment préserver. Mais quand même, je les mentionne parce que ces perspectives-là sont très présentes dans les discours sur l'éthique animale, l'éthique de l'environnement aussi. Donc, si vous vous intéressez à ces sujets-là, vous allez probablement entendre des discours qui viennent de ces perspectives-là, mais de se rappeler des fondements ultimes et de se rappeler des difficultés que ça pose, c'est toujours utile avant de trop s'engager là, dans ces perspectives-là. Autre perspective qu'on retrouve, donc là, je suis encore juste dans un portrait général, une autre perspective qu'on retrouve, donc il y avait perspective utilitariste, perspective de biocentrisme, de deep ecology ou de dérivés d'appropriation occidentale d'un certain bouddhisme ou d'un certain panthéisme. Autre perspective qui est complètement différente de toutes les autres perspectives que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, c'est une perspective où on considère que l'être humain a une responsabilité éthique ou morale envers l'environnement et envers les animaux, mais dans la seule mesure où l'être humain est supérieur aux autres espèces vivantes. Dans cette perspective-là, principal auteur, en tout cas, principal auteur ayant, ben oui, auteur, donc personne qui a publié, c'est pas nécessairement la seule figure, mais un de ceux qui a publié dans cette perspective-là, c'est Francis Schaeffer. Donc, Francis Schaeffer, c'est un chrétien protestant. On n'est pas obligé d'être chrétien ni d'être chrétien protestant pour
avoir la position qui est la sienne, là, que je vais vous présenter, mais je vous le mentionne pour que vous puissiez le voir. Donc, qui fait contraste aussi avec, de la même façon qu'il y a plusieurs bouddhistes dans les perspectives du biocentrisme, par exemple. Donc, Francis Schaeffer, donc, qui est un chrétien protestant, a développé ces idées-là dans différentes conférences, les idées que je vais vous présenter, aussi différentes publications, dont la pollution et un livre là, qui s'intitule en français La pollution et la mort de l'homme. La mort de l'homme, c'est la mort du statut de l'être humain en tant qu'être humain particulier. Le raisonnement général de cette perspective-là, c'est de se dire, bon bien, de deux choses l'une. Soit l'être humain d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, c'est pas d'un point de vue biologique, c'est d'un point de vue éthique ou moral, puisque le sujet, c'est l'éthique animale, l'éthique de l'environnement. Dire de deux choses l'une. Soit l'être humain est égal à n'importe quel autre animal, et n'importe quel autre animal est égal à l'être humain. Donc, on va dire, ça c'est l'option prise par ceux qui vont utiliser la notion d'antispécisme. Dans la notion d'antispécisme, il y a l'idée qu'il n'y a pas d'espèce supérieure à d'autres espèces. Donc, l'être humain n'est en rien supérieur à n'importe quel autre animal ou même espèce vivante, qui peut inclure des espèces végétales là, dans la forme plus extrême du biocentrisme, mais disons, chez les utilitaristes, ils ne mettront pas les végétaux vu que ça ne ressent pas, il n'y a pas de capacité à ressentir, mais l'être humain est au même niveau que n'importe quel animal. Donc, perspective de supériorité de l'être humain, donc, entre autres Francis Schaeffer, c'est qu'ils vont dire de deux choses là. Soit l'être humain est au même niveau que n'importe quel animal, donc position des partisans d'une utilisation de la notion d'antispécisme, soit c'est ça, ou soit, seconde option, l'être humain est supérieur d'une quelconque façon aux autres animaux. Il va dire, bien, est-ce qu'on accepterait que l'être humain maltraite d'autres êtres humains? Ou est-ce qu'on accepterait d'un point de vue moral ou éthique que l'être humain maltraite l'environnement ou maltraite les animaux? Si on fait de l'éthique animale ou de l'éthique environnementale, ben non, on ne veut pas que l'être humain maltraite l'environnement, le détériore. On ne veut pas que l'être humain maltraite les animaux aussi. Sinon, on n'est pas en éthique de l'environnement ni en éthique animale. Mais Francis Schaeffer et les partisans d'une supériorité de l'être humain vont faire remarquer, vont dire, oui, mais en même temps, cette exigence-là qu'on met sur les épaules de l'être humain de se comporter de façon morale ou éthique envers les autres êtres humains et envers l'environnement et envers les animaux, cette charge-là, on ne pourrait pas la mettre sur les épaules d'aucun autre animal. On ne va pas exiger que les gorilles sauvent l'environnement. On ne va pas exiger que les grands singes trouvent une solution à la pollution atmosphérique. On ne va pas exiger que les chats, les chiens, les chihuahuas, n'importe quelle espèce animale, règle générale, trouve une solution au problème de malnutrition dans le monde, etc., etc. Mais on peut avoir cette exigence-là, ou au moins attente-là, que l'être humain ne se comporte pas comme un prédateur envers les autres humains et même envers des animaux, ou en tout cas pas trop. Donc, ici, l'argument consiste à dire, bien, il faut accorder d'une quelconque façon, peu importe
sur quelle base il faut accorder un statut différent à l'être humain par rapport aux autres espèces, species, là, comme dans antispécies, il faut accorder un statut particulier à l'être humain puisque c'est le seul être vivant envers qui on a des attentes d'un comportement éthique ou moral. Évidemment, les êtres humains ne vont pas forcément se comporter de façon éthique ou morale, mais en même temps, on a cette attente-là. On souhaite ou on considère que ce qui devrait être, ça devrait être que on ne soit pas un prédateur envers notre voisin, notre prochain. On voudrait qu'il n'y ait pas d'exploitation. On ne va pas dire c'est moral, c'est correct d'exploiter notre prochain, de le rabaisser, etc. Donc, on va pouvoir parler en termes de moralité ou d'éthique des comportements humains. Mais évidemment, ce serait complètement inapplicable pour des comportements animaliers. On ne va pas reprocher, même à un singe qui a des facultés cognitives très élevées, on ne va pas lui reprocher son manque d'éthique envers l'environnement, ou on ne va pas lui reprocher son manque d'éthique envers une autre espèce, mais on peut le faire pour l'être humain. Donc ça, dans cette autre perspective-là, dans laquelle on retrouve entre autres Francis Schaeffer, vont dire, bien, on doit considérer que l'être humain est supérieur aux animaux, ne serait-ce que dans sa responsabilité. Les autres animaux n'ont pas la capacité d'assumer la charge de préserver l'environnement ou de préserver les rapports avec les autres espèces, alors qu'on peut avoir cette attente-là ou on peut mettre cette charge-là envers l'être humain, envers les êtres humains. Donc, d'une certaine façon, si on est d'accord avec ce raisonnement-là, ils vont dire d'une certaine façon, il faut considérer que l'être humain a une certaine supériorité. Et c'est parce que l'être humain a une certaine supériorité qu'il a aussi une responsabilité envers les autres espèces vivantes, incluant tous les animaux, incluant aussi les végétaux dans une certaine mesure, lorsqu'on va parler d'éthique de l'environnement ou de la biosphère. Donc, dans cette autre perspective-là, et je mentionnais donc au départ que Francis Schaeffer est un chrétien protestant, dans sa perspective, ben, il va dire, il va se référer à la Bible, là, vu que c'est un chrétien, il va dire, ben, en Genèse, a été attribué à l'être humain le mandat de dominer sur les autres espèces, mais lorsqu'on regarde le terme hébreu pour dominer, c'est pas dominer au sens d'écraser, comme lorsqu'on parle d'un dominant qui vient exploiter, dans le fond. Je veux dire, c'est le terme hébreu pour dominer les autres espèces, c'est le terme de gérer, d'être un bon intendant, d'avoir une bonne gestion des animaux, de la création, de l'environnement. Donc, il y a une certaine cohérence là, dans cette perspective-là, mais même quelqu'un qui ne partage pas du tout la perspective chrétienne de Francis Schaeffer, même quelqu'un qui ne partage pas cet ancrage-là, peut être d'accord avec le raisonnement logique qui consiste à dire, bien, soit l'être humain est un animal comme les autres, ce qui est la position des partisans de l'antispécisme, mais ça implique que pour être cohérent, on ne pourrait plus avoir d'attente morale ou éthique supérieure envers l'être humain qu'envers les autres animaux. Donc, certains vont dire, même s'ils ne seront pas d'accord avec la référence biblique de Francis Schaeffer, certains vont dire, ben oui, effectivement, il faut accorder une supériorité à l'être humain parce que si on ne reconnaît pas cette supériorité-là, on ne peut plus ensuite, par exemple, faire une distinction entre la préservation de la vie des enfants sur un terrain de garderie, de CPE, une crèche, etc., quand il y a présence de guêpes ou de champignons qui pourraient intoxiquer,
pour reprendre l'exemple de tantôt, il ne pourrait pas y avoir cette responsabilité-là à quand même préserver l'environnement, ne pas faire souffrir les animaux de façon inconsidérée. Donc, certains ici vont, c'est l'autre position, vont dire, bien, si on a une perspective biocentrique, comme les appropriations d'un certain bouddhisme, c'est la plus fréquente là, chez les véganes, un certain bouddhisme ou biocentrisme, vont dire, ben, dans cette perspective-là, on vient désacraliser l'être humain, mais pour sacraliser toute forme vivante ensuite, mais il n'y a plus rien pour faire des distinctions. Et il n'y a plus rien qui vient dire pourquoi est-ce que l'être humain devrait avoir une responsabilité nécessairement par rapport à l'environnement que les autres animaux n'ont pas. Donc ça, c'est autre perspective. Et remarquez ce qui va venir faire la distinction par rapport aux utilitaristes. Dans cette dernière perspective-là, que je viens de vous mentionner, là, perspective qui consiste à dire l'être humain est supérieur aux autres animaux, mais pas pour écraser les autres, mais tout simplement parce qu'il doit prendre en charge la création, les animaux, l'environnement, la biosphère, etc. Dans cette perspective-là, ils vont, par rapport à l'utilitarisme, ils vont dire, mais voilà pourquoi est-ce que les utilitaristes pouvaient en venir à souhaiter, dans le fond, euthanasier ou tuer ou mettre fin à la vie d'enfants trisomiques. C'est parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de distinction entre les animaux et les humains et que la seule nuance, la seule distinction, c'est un degré en termes de qualité de plaisir. Donc, dans cette autre perspective-là, ils vont dire, ben, ce qui semble être aberrant ou inacceptable chez les utilitaristes, qui vont dans le fond, faire un calcul que certains humains ne mériteraient pas de vivre parce qu'ils ne viennent pas maximiser le bonheur du plus grand nombre, bien, ils vont dire, ben voilà, c'est parce qu'ils ont tout mis à plat, qu'il n'y a plus de caractère sacré ou il n'y a plus de droit à la vie pour les êtres humains, parce que l'être humain n'est qu'un vivant parmi d'autres, et la seule chose qui compte, le but suprême, le but ultime, ce qui est mis par-dessus tout, c'est la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre chez les utilitaristes. Ou ce qui est mis par-dessus tout, c'est n'importe quelle forme de vie ou d'animaux dans les appropriations véganes du bouddhisme ou dans les appropriations du biocentrisme ou d'un panthéisme dans le biocentrisme aussi, ou dans les appropriations de la deep ecology, l'écologie profonde. Alors que dans la troisième perspective, celle de supérieur, dans laquelle on retrouve Francis Schaeffer, ils vont dire, bien, il y a une responsabilité éthique envers les animaux et envers l'environnement, mais qui tient d'une capacité plus grande de comportement moral chez l'être humain par rapport aux autres espèces vivantes. Donc ça, c'est un panorama des principales tendances qu'on retrouve autant en éthique de l'environnement qu'en éthique animale. Donc, et dans chacune de ces tendances-là, je les ai mis en 3 grands groupes, mais dans chacun de ces 3 grands groupes-là, il y a différentes autres ramifications. Chez les utilitaristes, il y a certains débats sur l'alimentation, sur les générations futures. Dans l'autre perspective, biocentriste, ben, il y a des nuances aussi s'il y a une appropriation du bouddhisme ou pas, s'il y a une appropriation d'un panthéisme ou pas. Il y a une certaine nuance aussi si on est plus du côté de hardness avec la deep ecology ou plus vers les versions biocentriques. Là aussi, il y a des nuances. Et ensuite, autre perspective, chez Francis Schaeffer, où là, ce qui fonde cette perspective-là en éthique animale, éthique de l'environnement, c'est une supériorité à l'être humain. Là aussi, il y a des nuances entre ceux qui adhèrent à cette position-là en étant, comme Francis Schaeffer, dans un ancrage chrétien, et ceux qui adhèrent aux mêmes arguments, aux mêmes raisonnements, mais en étant agnostique ou en étant athée, mais en croyant quand même qu'il y a une supériorité de l'être humain. Là, la difficulté dans ces perspectives-là, c'est de dire qu'est-ce qui fonderait une supériorité à l'être humain par rapport aux autres animaux. Est-ce que c'est juste le fait qu'on parle?
qu'est-ce qui oblige à avoir un comportement moral dans la perspective chrétienne, évidemment, on comprend ou on devine bien pourquoi est-ce que l'être humain doit nécessairement avoir un comportement moral, même si les autres animaux n'en ont pas. Chez ceux qui ont une perspective athée, mais en se basant sur l'idée de responsabilité supérieure, là, il y a cette difficulté-là, des fois, à dire, ouais, mais sur quoi se fonde l'obligation morale à ce moment-là? Donc ça, c'est Panorama, 3 grandes tendances avec des nuances dans chacune des tendances. Donc, si vous faites des lectures, des recherches, ça va vous permettre de mieux vous repérer. C'est mon objectif, là, qu'en voyant les grands courants avec leurs grands traits là, pour leur fondement, que vous puissiez vous repérer davantage par rapport à ça. Autres éléments qu'on peut retrouver en termes de thèmes ou de sujets de débat, des fois, il va y avoir, là, c'est un héritage qui vient de Hans Jonas, un philosophe, un héritage sur l'idée de principe de précaution. Donc, dans le principe de précaution, il s'agit de dire, bien, si on n'est pas certain de ne pas faire du tort, par principe de précaution, on est mieux de s'abstenir plutôt que de risquer de faire du tort. Par exemple, si on ne sait pas, est-ce que ça va avoir des répercussions en environnement? Si on ne sait pas si, en termes de bioéthique, ou clonage, par exemple, si on ne sait pas exactement tout ce qui peut en découler, bien, on va dire, par précaution, on est mieux de s'abstenir. En même temps, le principe de précaution est parfois un peu controversé, peut-être pas tant en tant que principe, général, mais au niveau de son application, parce que la difficulté ou les controverses, c'est de savoir jusqu'où on doit étendre la précaution. Des fois, c'est le développement aussi technique ou technologique qui permet de régler certains problèmes. Donc, jusqu'où on doit mettre un principe de précaution. Si on le met trop tôt, il n'y a plus de développement. Si on le met trop tard, c'est plus vraiment la précaution. Mais donc, il y a ce principe-là qu'on retrouve aussi dans les considérations sur l'environnement, sur le rapport avec les animaux, sur la bioéthique, mais où il y a aussi des controverses. Enfin, je mentionne un dernier sujet de débat qu'on retrouve dans les perspectives d'éthique animale, c'est le rapport entre sphère privée et sphère publique. Qu'est-ce qu'on appelle sphère privée, sphère publique? C'est que la sphère privée, c'est notre vie privée, notre vie intime. Donc, dans la sphère privée, je peux essayer d'avoir des comportements moraux ou éthiques, mais je ne suis pas obligé d'avoir les mêmes points de repère éthiques que mon voisin. Par exemple, en éthique animale, 3 personnes peuvent avoir un souci pour les animaux, mais ces 3 personnes-là pourraient avoir comme fondement ou comme considération des éléments provenant des 3 perspectives que je vous ai mentionnées. Mais ça serait dans leur guide, à chacune de ces 3 personnes-là, dans leur guide pour leur comportement envers les animaux ou en éthique animale, dans leur vie privée. Sphère publique, maintenant. Sphère publique, c'est un type de comportement, donc public, qui peut être encadré par des lois. Et là où il y a débat entre sphère privée et sphère publique, en éthique animale en particulier, éthique de l'environnement aussi, même chose, mais éthique animale, on le voit peut-être plus, c'est des fois de voir qu'est-ce qu'on peut laisser comme marge de manœuvre aux individus, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la sphère privée. Dire, par exemple, je vais prendre un exemple simple, vous allez mieux le voir, si on prend la question de l'alimentation. Question de l'alimentation, si on place ça entièrement dans la sphère privée, on pourrait dire que c'est un choix selon nos convictions en éthique animale, c'est notre choix dans notre vie privée de se nourrir d'animaux ou de ne pas se nourrir d'animaux. De se nourrir d'animaux ou d'avoir une alimentation végétarienne ou végane. Donc, si on met ça dans la sphère privée, c'est selon nos convictions, qui peuvent varier selon les 3 perspectives que je vous ai présentées tantôt, on peut considérer que c'est acceptable ou pas de se nourrir de la chair des animaux ou de se nourrir de dérivés, les œufs, le lait,
ou d'utiliser des animaux, la laine par exemple pour les vêtements. Donc, sphère privée, c'est qu'on laisse à chacun, dans le fond, le choix ou la possibilité d'avoir des comportements en fonction de ses convictions morales par rapport à l'alimentation ou par rapport aux animaux pour la production, pour la laine, pour les vêtements. Alors que dans la sphère publique, si on place ça dans la sphère publique, il s'agirait d'avoir des encadrements avec des lois. Et là, il y a débat, parce que certains partisans de l'antispécisme, puisque eux considèrent que toute hiérarchie entre les espèces où l'être humain serait placé à un niveau supérieur aux autres animaux est discriminatoire, bien, certains partisans de l'antispécisme vont dire de la même façon que l'esclavage ou le racisme doit être interdit, encadré par des lois pour pas qu'il y ait de discrimination ou d'aberration ou d'esclavage, il doit avoir la même chose pour encadrer l'antispécisme. Donc, de leur point de vue, il devrait avoir des lois qui interdisent l'exploitation agricole des fermes laitières. Parce qu'ils vont dire que c'est l'équivalent de l'esclavage. Même chose pour les poules pondeuses. Ils vont dire que c'est l'équivalent de l'esclavage. Et encore à plus forte raison lorsqu'il s'agit de manger de la viande. Parce qu'ils vont dire on n'accepterait pas le cannibalisme. Pourquoi est-ce qu'on accepte de se nourrir de poulet ou de bœuf, etc. Donc, pour certains partisans de l'antispécisme, et remarquez que c'est conséquent avec leur position, là, ils vont considérer que c'est aberrant de laisser ça à la sphère privée. Ils vont dire on ne laisserait pas le meurtre dans la sphère privée. On veut en faire publiquement une loi qui interdit le meurtre, qui encadre quand il y a légitime défense. Même chose, on va faire des lois pour pas qu'il y ait de l'esclavage. Mais ils vont dire, ben, il devrait avoir la même chose pour pas qu'il y ait d'exploitation des animaux, pour pas qu'il y ait prise de vie des animaux pour les manger, pour s'en nourrir. Donc, certains partisans de l'antispécisme considèrent qu'il devrait y avoir dans la sphère publique des lois qui interdisent de se nourrir d'animaux et de dérivés d'animaux. Et c'est conséquent avec leur fondement où ils refusent tout statut de dignité humaine qui impliquerait une supériorité par rapport aux animaux. Ou, à l'inverse, soit ils désacralisent l'être humain pour dire c'est un animal comme les autres, ou soit ils sacralisent les animaux pour dire tout animal est sacré, ou la planète est sacrée, et on ne peut pas exploiter des animaux. N'importe quel animal, même si c'est un poulet. Et c'est conséquent, donc, avec leur fondement. Alors que de l'autre côté, ceux qui considèrent que l'être humain a une certaine supériorité par rapport aux animaux, vont dire, ben là, le fait de se nourrir d'œufs ou de lait, ou peut-être même de viande, ça devrait être laissé à la sphère privée, selon les convictions de la manière avec laquelle on doit avoir un comportement responsable envers les animaux, mais c'est selon nos convictions de ce qui est un comportement responsable, on devrait choisir, est-ce que oui ou non, on a tel ou tel type d'alimentation avec de la viande ou végétarienne, une alimentation végétarienne ou végane, jusqu'où on met des barrières ou qu'on n'en met pas, où on met les cloisons. Donc, certains vont dire, c'est pas quelque chose de suffisamment solide comme, par exemple, l'interdiction du meurtre pour en faire une loi ou des lois. Donc, certains, ici, vont défendre une éthique animale et une éthique de l'environnement, mais en se disant, sur des questions comme l'alimentation,
ça doit être laissé à la sphère privée. Par contre, ce qui doit être encadré par des lois, c'est éviter, par exemple, certains types d'élevage où il y a de la maltraitance envers les animaux. Il doit y avoir un encadrement pour que les animaux ne soient pas simplement entassés les uns sur les autres dans un environnement insalubre, où ils seraient tués d'une façon où il pourrait y avoir souffrance, etc. Donc, certains vont dire qu'il doit y avoir des lois pour éviter la maltraitance envers les animaux. Il doit y avoir des lois aussi pour préserver l'environnement. Mais sur des questions comme l'alimentation, comme de savoir si oui ou non on accepte d'avoir des vêtements qui viennent de laine, de mouton, bien, certains vont dire ça doit être laissé aux convictions de chacun. Mais dans la mesure où il y a un encadrement pour que les animaux soient bien traités. Alors que d'autres, si on va de l'autre côté, du côté de ceux qui refusent toute distinction entre l'être humain et les autres animaux, vont dire non, on ne peut pas laisser ça un choix personnel, privé. On ne laisse pas à chacun de décider si oui ou non ils veulent avoir des esclaves, donc on ne doit pas laisser à chacun si oui ou non ils veulent encourager le maintien dans des fermes de poules pondeuses, etc. Donc, c'est ici le débat entre sphère privée et sphère publique. Jusqu'où les lois doivent encadrer notre rapport aux animaux? Des deux côtés, ils sont d'accord qu'il doit y avoir certaines lois pour éviter la maltraitance au minimum. Mais jusqu'où il peut y avoir des lois? Est-ce que ça doit se rendre jusque dans l'assiette de ce qu'on peut manger ou pas? Est-ce que ça doit se rendre aussi jusque dans les tissus, ce qui peut être utilisé ou pas? Là, il y a des divergences de position parmi les différentes perspectives et les divergences de position entre jusqu'où on doit mettre des lois ou ne pas mettre de loi pour laisser ça à la liberté individuelle, sphère privée, bien, ça dépend finalement de l'arrière-plan. Qu'est-ce qui est pris comme fondement? Si on a comme fondement que l'être humain a, à quelque part, une certaine supériorité qui lui donne une responsabilité envers les animaux, c'est pas la même chose que si on a comme fondement l'idée que toute distinction entre un être humain et un animal est l'équivalent du racisme est discriminatoire. Parce que là, à ce moment-là, évidemment, le lapin doit avoir la même valeur que le nourrisson, le nouveau-né, l'être humain, etc. Donc, c'est un débat qu'on voit des fois dans les journaux. Si vous voyez des fois des discours où des individus militent pour des lois sur l'alimentation, par exemple, bien, vous pouvez voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme arrière-plan. Selon l'arrière-plan, les fondements des perspectives éthiques, bien, il va soit sembler acceptable ou inacceptable que les lois se rendent ou pas jusque dans l'assiette au niveau de l'alimentation. Donc là aussi, ça dépend des perspectives qui sont adoptées. C'est la même chose sur l'environnement, parce que l'environnement, c'est quelque chose de commun. Donc, dans l'ensemble des perspectives, ils sont d'accord qu'il doit y avoir certaines réglementations, mais là aussi, selon les perspectives, il va y avoir divergence de point de vue jusqu'où les règlements ou les lois doivent et peuvent et doivent se rendre. Si on accorde un caractère plus sacré à la nature, les lois devraient se rendre beaucoup plus loin. Prendre, pour certains, une douche de 20 minutes est à peu près l'équivalent d'un crime. Alors que pour d'autres, bon, c'est peut-être pas toujours souhaitable de gaspiller de l'eau potable, mais c'est pas l'équivalent d'un crime. C'est pas du même ordre du tout. Donc là aussi, ça dépend de qu'est-ce qu'il y a comme fondement, qu'est-ce qu'il y a comme arrière-plan. Donc, ça fait le tour ici des principales perspectives utilitaristes
biocentrisme, deep ecology, appropriation d'un certain bouddhisme ou appropriation aussi d'un certain panthéisme. Et ensuite, troisième perspective, chrétienne, protestante, par exemple chez Francis Schaeffer, où l'être humain a une supériorité, mais c'est justement sa supériorité qui lui donne une responsabilité à prendre soin de la création, prendre soin des animaux, etc. Bien, ça vous donne trois principales perspectives, avec plein de nuances à l'intérieur de chacune des perspectives, mais qui va aussi engendrer différentes positions sur des questions plus spécifiques comme l'alimentation, comme le rapport aux animaux. Est-ce qu'on peut utiliser certains chevaux, par exemple, pour aller travailler en forêt, ou c'est mieux d'utiliser un véhicule moteur? Là aussi, le rapport entre éthique animale, éthique de l'environnement, l'équilibre trouvé entre les deux va dépendre là aussi de où on se situe par rapport aux trois perspectives mentionnées.